Mathieu comme secrétaire de séance. Je l'accepte, Monsieur le Président. Merci Christophe. Donc le premier point, il s'agit donc de l'approbation du compte-rendu de notre séance du 19 décembre dernier, 2024. Avez-vous des observations ou points à ajouter sur ce procès verbal? Eh bien écoutez, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 1, donc il s'agit de la décision modificative numéro 1 du budget principal 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 2, décision modificative numéro 1, budget annexe eau potable 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 3, décision modificative numéro 1, budget annexe GEMAPI 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, avance remboursable du budget annexe transport mobilité. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 5, je vais laisser la parole à Hubert Delorme qui va nous présenter le vote de la taxe GEMAPI pour 2025. Cher Hubert. Merci, Monsieur le Président. Je suis en panne de réseau, là. Je n'arrive pas à me brancher. Merci. Alors, donc, le vote de la taxe de GEMAPI, vous savez que nous avons créé relativement récemment, hein, c'est-à-dire en 2022, c'était quelque chose de nouveau. L'intérêt de cette taxe est de prévoir et de prévenir, entre guillemets, les inondations. Nous avons fait un certain nombre d'opérations depuis la création de cette taxe, qui dans le principe sert donc à évaluer les risques et à chiffrer comment nous allons nous organiser pour prévenir ces inondations. La communauté d'agglomération a élaboré un PAPI 1. Vous savez que nous sommes en cours d'élaboration d'un PAPI 2. Et nous allons derrière, il faut savoir que le financement, cette taxe qui finance donc ces opérations de prévention des risques d'inondation est capée par l'État à un certain montant, donc on ne peut pas dépasser un certain montant. Depuis la genèse de cette histoire, nous avons, et en fait, on ne peut pas appeler en taxe plus que ce que la communauté d'agglomération dépense pour cette taxe. Alors, donc, comme je vous le disais à l'instant, on est en phase d'élaboration du nouveau plan PAPI 2. Donc, on n'est pas encore, on taxe pas au maximum de ce qu'il serait possible de faire parce qu'on ne sait pas encore exactement où on va faire et comment on va faire. Dans le même temps, vous saviez que l'année dernière, nous avons eu un certain nombre d'événements, de tempêtes, etc., qui ont mis à mal l'endiguement de protection des marais salants et que donc la communauté d'agglomération a sorti l'argent de ses poches pour remettre en place les opérations. Donc, on est toujours dans cette phase intermédiaire où on est en train d'évaluer les risques et les financements possibles et ce qu'on va appeler donc auprès des gens qui sont appelés à payer cette taxe. Et donc, en fait, ce qui vous est soumis ce soir, c'est sur la décision, c'est-à-dire qu'on va rester sur ce que nous avons fait l'année dernière, donc à hauteur de 1 million d'euros de fixer cette taxe GEMAPI pour l'année qui vient. Comme je vous le disais, plus tard, quand on aura les résultats du PAPI 2, qu'on aura réfléchi
aux enjeux, au montant, et effectivement, on sera susceptible de bouger cette allocation de dépenses au titre de la taxe GEMAPI. Voilà. Et pour compléter, merci Hubert Delorme, lorsque l'on sera dans la finalisation des études pour la construction du PAPI 2, il va de soi que nous solliciterons en priorité l'ensemble des partenaires afin d'obtenir des subventions. Je pense aussi au fonds Barnier, et que l'appel à la taxe GEMAPI ne se fera qu'en finalité, si toutefois nous n'arrivions pas à boucler le budget. Mais d'ores et déjà, nous savons que ce sont des investissements qui seront inscrits dans la durée. Il serait malhonnête de penser que tout peut être fait d'un coup de baguette magique. Voilà. Donc c'est ça aussi l'enjeu. Et comme l'a dit Hubert, chaque année, nous envoyons au service de l'État, nous justifions les dépenses que nous avons faites pour ensuite que la taxe soit levée au niveau des contribuables. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est de maintenir au même niveau que l'exercice précédent. Alors, avez-vous des questions, observations sur ces points? Eh bien, écoutez, je propose donc de mettre au vote donc le produit de la taxe GEMAPI pour 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6 que va nous présenter également Hubert Delorme. Donc là, il s'agit des votes des taux d'imposition directe locale pour 2025. Nous avons eu l'occasion d'en parler un certain nombre de fois, en particulier lors du débat d'orientation budgétaire, du rapport d'orientation budgétaire, etc., etc. Je vous rappelle que depuis le début de l'exercice, la communauté d'agglomération a procédé une seule fois à une hausse des taux d'imposition directe locale, et que, je veux dire que aujourd'hui, on va rester sur cette lancée, parce qu'effectivement, la gestion de la commune, la maîtrise des dépenses de fonctionnement de la communauté d'agglomération font que nous assurons les opérations, qu'on a une capacité d'autofinancement qui permet de réaliser les investissements que nous avons planifié de faire, et que donc il n'y a pas de nécessité à bouger la fiscalité locale. Donc, ce qui est soumis à votre décision aujourd'hui, c'est de valider le principe que les taux de taxes qui sont ceux qui sont déjà existants aujourd'hui ne changent pas, c'est-à-dire taxe foncière sur les opérations bâties qui est à 1,50% en taux, taxe foncière sur les propriétés non bâties. Bon, ça, c'est pas une ressource énorme de la communauté d'agglomération, mais reste au taux de 2,83%. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 8,24%, et la cotisation foncière des entreprises demeure à 26,63%. Voilà. Merci Hubert. Donc on peut saluer cette bonne nouvelle, parce que malgré un contexte, et on l'avait déjà évoqué lors du débat d'orientation budgétaire et l'adoption du budget primitif, on a construit notre budget dans un climat d'incertitude totale, mais au même titre que vous pouvez le vivre au niveau de vos communes. Et je salue les efforts qui ont été faits sur le budget de fonctionnement de la collectivité, puisque c'est eux qui permettent de pouvoir mener à bien nos investissements, tout en gardant le cap et maintenant la feuille de route. Tout ça au bénéfice de nos concitoyens, pour leur assurer et continuer à leur offrir le meilleur des services publics, avec l'ensemble des défis majeurs que nous avons à relever. Donc, pas d'effort de nos habitants ni de nos entreprises. L'agglo gère et maintient le cap sur ces investissements. Est-ce qu'il y a des observations ou questions sur ces points? Oui, Franck, l'ouvrier. Merci. Juste une question. Quelle est la somme que l'État nous demande de participation pour l'ex-fonds de compensation? Parce qu'ils ont dû donner... Ouais, alors j'espère avoir les chiffres ce soir, Franck. D'accord. On peut traduire
puisque au début, lorsqu'il y avait à peu près, c'était un nombre de 300-400 collectivités, nous étions à peu près à une estimation à 1,2 million. Du fait que là, ils ont allongé le nombre de collectivités, on estime qu'on serait aux environs de 800 000 euros. Mais alors, c'est sous toute réserve et sans intégrer, puisque là qui subit tout le monde, c'est la CNACL des 3%, qui là est sur notre masse salariale, parce que je sais, et tu le soulignes Franck aussi, parce que je sais que certaines communes sont impactées par ce fonds-là, et que l'agglo le sera, mais Philippe, je regarde Philippe, vous n'avez pas eu, voilà, donc je croisais les doigts pour l'avoir ce soir, je ne l'ai pas, mais on est à peu près, on estime à peu près à 800 000 euros. Hein, mais dès qu'on aura la confirmation, on vous enverra une information par mail pour vous confirmer exactement le montant. Merci. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres observations, donc je vous propose de mettre donc au vote le maintien des taux d'imposition directe locale pour 2025. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le dernier point en ce qui concerne les votes des taux, donc là, il s'agit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2025. Hubert Delorme. Oui, très rapidement. C'était un engagement au début de municipes, c'est d'essayer de contenir le plus possible ce taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On avait un plafond qu'on s'était fixé de ne pas dépasser le taux de 10%, qui est malgré tout un taux relativement faible par rapport à un certain nombre d'autres collectivités. Vous le savez, puisqu'on en a déjà parlé en conseil communautaire, la communauté d'agglomération participe à la construction d'une unité de revalorisation, c'est à Mauves-sur-Loire, de mémoire. Il y a 19 millions d'investissements prévisionnels de la part de Cap Atlantique sur cette opération-là. L'intérêt, c'est que cette unité de revalorisation de nos déchets va nous permettre de baisser les taxes générales des activités polluantes que l'État nous impose, qui sont de plus en plus chères, et puis ça nous rapproche des centres de déchets sur lesquels on s'approvisionne actuellement. Donc effectivement, à terme, on va, si on est défaitiste, stabiliser cette taxe, et si on est optimiste, baisser un petit peu, pourquoi pas, cette taxe qui est reversée par les habitants. Je fais une toute petite parenthèse générale sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, parce qu'effectivement, la taxe GEMAPI reste ISO par rapport à l'année dernière, les taux de fiscalité locale restent les mêmes par rapport à l'année dernière, la taxe TOM, T-E-O-M, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, progresse un petit peu, mais je veux dire qu'on est obligé d'être à l'équilibre, hein, on a un budget spécifique pour ça, et donc on vise à l'équilibre. Si on a des habitants de l'agglomération qui nous écoutent, malgré tout, il faut savoir que le contribuable qui va regarder sa feuille d'impôt, même si les taux n'ont pas bougé, va voir qu'il y a une évolution en euros, une augmentation légère, puisqu'effectivement, l'État, tous les ans, nous donne un pourcentage, enfin, révise les bases sur lesquelles sont affectés ces taux, et que donc, naturellement, nos habitants auront quelques euros supplémentaires à acquitter, mais c'est juste une répercussion, entre guillemets, de l'inflation, sans qu'il y ait une décision de la communauté d'agglomération de les taxer davantage. Voilà. Et puis juste, et je laisserai aussi Claude Baudet compléter, vous l'aurez compris, c'est que la trajectoire que nous prenons est d'investir massivement dans le centre de valorisation des déchets. On a eu l'opportunité de pouvoir mutualiser et conventionner avec 5 EPCI, dont Nantes Métropole, afin de pouvoir mutualiser le coût de cet investissement. La part, c'est ce que vous avez évoqué, Hubert Delorme, de l'agglo, c'est 19 millions d'euros. Elle est fixée par rapport au tonnage que nous sommes capables d'apporter sur ce centre.
Et c'est un chiffre aussi, mais qui peut paraître aussi important, le centre qui va être développé sur la prairie mauve, c'est plus de 120 millions d'euros. Et que si nous n'avions pas saisi cette opportunité au niveau de l'agglo, eh bien, la trajectoire qui aurait été prise, ça aurait été une augmentation significative, voire même majeure, du taux d'enlèvement des ordures ménagères sur la prochaine décennie. Donc, tout ce qui a été construit avec Claude, on a un petit gap là qui se rapproche des 10%, mais l'après-coup, c'est d'infléchir cette tendance pour permettre d'avoir un impact moins élevé pour le consommateur, ou alors, je vais dire, le producteur de déchets. Et c'est là où je vais passer la main à Claude Baudet, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, mais tant qu'on le produit, on a Claude Baudet. Merci messieurs. Pas grand-chose à rajouter avec tout ce que vous avez déjà dit, si ce n'est que effectivement depuis qu'on a en plus un budget annexe déchets, l'idée c'est que on travaille à coût réel. On n'est pas dans ce service-là pour faire des bénéfices, des excédents quelconques, mais bien pour investir sur l'avenir. Et outre l'unité de valorisation énergétique dont vous avez parlé et qui dès l'année prochaine devrait porter ses fruits, puisque nous avons obtenu le fait qu'on puisse donner des volumes supplémentaires à notre métropole pour que effectivement nos déchets soient valorisés là-bas. Il y a une démarche environnementale aussi importante, puisque on devrait diminuer de moitié les transports des déchets. Donc sur une année entière, ça représente des sommes considérables. Et que donc les fameux 10% qui restent pour nous un point de repère important sont effectivement à l'heure actuelle dans l'état de connaissance parce qu'on ne sait pas ce que demain fera l'État par rapport à la TGAP, puisque voilà. Donc là c'est vraiment à minima et je vois vraiment pas comment on pourrait être opposé à cette dynamique en fait à la fois environnementale, dynamique aussi financière, puisque comme le disait tout de suite Nicolas, on devrait ressentir dès l'année prochaine une inversion de la tendance, sauf si l'État venait encore nous rajouter des choses, mais surtout bien vous rappeler, mes chers collègues, que nous avons voté dans notre projet de territoire aussi l'arrivée de centres de valorisation de déchets, avec notamment l'un d'entre eux qui pourrait venir remplacer les déchetteries actuelles de La Baule et de Guérande, et puis peut-être aussi un autre centre de valorisation de déchets plus après, mais que ce seront là aussi des investissements importants et il faut bien sûr prévoir l'avenir. Donc c'est vraiment des coûts réels. Et puis moi j'ai envie juste de redire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que aujourd'hui les habitants de l'agglo sont des habitants qui sont vraiment dans la tendance du tri, que les tris globalement restent bien faits, qu'il faut poursuivre puisqu'on a encore à gagner notamment sur les biodéchets, donc ces tendances, que petit à petit les communes nous rejoignent dans le fait que l'on va vers des composteurs collectifs urbains aussi, et on espère bientôt pouvoir vous dire que dans chacune des communes de l'agglo, il y aura au moins un composteur urbain, voire plus, et mes collègues maires, je les invite à prendre contact avec le service déchets. Et puis aussi, on aura cet effort à faire encore sur la notion de végétaux et de peut-être de trier d'un côté sa pelouse et de l'autre côté mettre les autres végétaux de façon à les valoriser encore davantage. Voilà, ce sont des enjeux en tout cas considérables. Vous l'avez compris, à la fois environnementaux, économiques, financiers, j'espère que chacun d'entre vous, en tout cas, sera sensible à cet effort qui est fait par l'ensemble des services pour vous proposer un totem parfaitement maîtrisé et qui vient juste bien aligner le coût réel de ce service. Merci. Merci, Claude Baudet. Y a-t-il des souhaits d'intervention, besoin d'informations sur ce taux? Oui, Franck Louvrier. Pour une fois, on peut se réjouir parce que je voudrais féliciter bien évidemment Claude
et toute l'équipe sur la rationalisation et les nouveaux horaires de ramassage, notamment sur la commune d'Avaux, qui est un gros producteur de déchets. Ça fonctionne parfaitement bien et il y a totale satisfaction de la population, ce qui n'était pas simple au départ sur le papier. En tout cas, je voudrais vraiment remercier Claude et toute l'équipe parce que le résultat, il est impeccable. Et bon, ça nous arrive quand même de nous féliciter de certaines réussites. Merci Franck. Claude, tu veux... Oui, juste merci Franck. Ça me permet peut-être de dire aux collègues maires, mais aussi à tous les élus des communes que nous allons effectivement arriver à 1 an maintenant de cette expérimentation sur la Baule et on va bien sûr en tirer des conclusions pour l'avenir puisque l'idée c'est bien sûr de travailler pour l'avenir et prochainement le service déchets et la commission GSU vont se pencher effectivement sur peut-être une extension possible vers les autres communes des expérimentations qui ont été menées sur la Baule, peut-être progressivement d'ailleurs, parce qu'il faut aller doucement. L'expérimentation, c'est la fréquence, la modification des fréquences, en fait, Franck vient d'en parler, en fait, sur à la fois les volumes des déchets ménagers, mais aussi les autres, et en modifiant les fréquences en fonction, bien sûr, des communes et des besoins. Et puis la difficulté que l'on avait, c'est pour ça qu'on avait choisi la Baule comme phase expérimentale, c'est que la Baule propose à la fois une activité saisonnière et puis une activité hors saison, et il était important de savoir comment bien les usagers allaient s'y retrouver dans cette proposition de modification à la fois de circuit, de fréquence. Ça paraît simple comme ça, mais c'est en fait très très compliqué à mettre en place et les services ont su aborder cette modification. Et c'est vrai qu'on avait promis de faire au bout d'1 an ce bilan, ce qu'on va faire. Benoît Charpentier, qui est notre nouveau directeur, donc a cette mission-là de travailler dessus et prochainement, donc en GSU, eh bien nous allons travailler pour l'ensemble des communes, alors peut-être régie Nord ou régie Sud ou les deux régies et le délégataire d'une autre façon, enfin en tenant compte à chaque fois des spécificités du territoire parce qu'une commune du Nord n'est pas une commune littorale et inversement, et c'est important, on ne peut pas fonctionner de la même façon à Ferrel que l'on fonctionnerait au Croisic par exemple, donc il faut aussi savoir tenir compte de ces spécificités. Merci Claude. Alors Françoise Toby. Oui, merci Monsieur le Président. Vous soulignez que cette augmentation est assez minime et que ça représentera que quelques centimes d'euros sur la feuille de nos concitoyens. Moi, je voudrais pas qu'on oublie quand même que cette taxe est basée sur les valeurs locatives moyennes, que ces valeurs locatives moyennes ont subi une augmentation en 2023 de 7%, qui en 2024 de 3,9 et annoncé de 1,5 pour 2025. Et je peux vous dire que sur les feuilles de nos concitoyens, ça s'est traduit par une belle augmentation. Moi, je voterai contre. Alors, c'est noté, Madame Toby. Je rappelle juste que le mécanisme des valeurs locatives est une décision qui est portée par l'État et qui n'est pas de la responsabilité des collectivités. Dans la compétence qui nous est octroyée de la gestion prévention des déchets, nous facturons le coût réel de ce que nous coûte le traitement de ces déchets et que le citoyen qui ne paierait pas, je lui laisse le soin de gérer lui-même le ramassage et le traitement de ces déchets. Parce que aujourd'hui, à moins de ne pas produire, il est pour moi logique d'avoir en face un service, un coût qui soit appelé. Je vous rappelle quand même que c'est des investissements, des budgets relativement conséquents. Alors on en a une partie en régie, une partie avec un délégataire, mais ce sont des investissements, je pense rien qu'en matériel et en effectif bien sûr, mais c'est un coût pour la collectivité. Et c'est là aussi où dans un souci d'équité, le taux est le même pour les 15 communes de l'agglo, avec, je note, et quand même une évolution, et merci Franck de l'avoir souligné, c'est qu'on est aussi aujourd'hui en capacité d'adapter le traitement et la collecte des déchets en fonction de la typologie de la commune. Et ça, je vais dire, c'est du service rendu direct
aux citoyens. Mais j'entends, mais je rappelle simplement que le taux, c'est le coût réel de l'agglo qui est répercuté. Oui, Hubert. Une toute petite information aussi pour François Toby. Je veux dire que ce que je vous disais tout à l'heure, en particulier sur l'atome, on s'efforce d'être dans un jeu à somme nulle. Comme le disait Nicolas Criou à l'instant, la base dépend pas de nous, c'est pas nous qui décidons des augmentations, qui étaient effectivement de 7,1%, un peu moins l'année dernière, et de 1,7% cette année, qui sont le taux d'inflation. Mais à partir du moment où on est dans cette démarche de jeu à somme nulle, si l'État avait dit il y a 0% d'inflation et vous restez ISO les mêmes bases que l'année dernière, eh ben, on ne serait pas à 9,96 parce qu'effectivement, si on veut être à somme nulle, il faut qu'effectivement on répercute l'intégralité du coût, et donc ça aurait peut-être été 9,99 ou je ne sais pas quoi. Donc je veux dire que le fait d'être pour ou contre, l'objectif est de dire on essaye, on s'efforce que ce soit le moins cher possible, on essaye d'optimiser, et je veux dire que l'incidence que vous relevez, hein, qui sont quelques euros que chacun va payer davantage, c'est l'inflation décidée par l'État, et ça, si l'État avait mis 0, comme je disais à l'instant, on aurait été obligé, parce qu'on n'aurait été pas capable de couvrir les frais, d'augmenter ce taux pour arriver à équilibrer le budget. Donc voilà. Oui, Claude. Oui, juste rappeler que le budget déchets représente 28 millions d'euros. Hein, c'est le premier budget annexe de l'agglo quand même, donc il est plus élevé que l'eau, l'assainissement, par exemple, et que de tous les autres. Et que on pourrait faire un autre choix. Effectivement, d'autres collectivités sont allées vers d'autres choix, mais aujourd'hui le regrettent. Nous, on a voulu maintenir un service de proximité, c'est-à-dire du ramassage en porte-à-porte, ce que maintenant peu d'agglos du secteur font, et le regrettent parce qu'ils sont allés vers une redevance incitative, par exemple, et ils voudraient revenir en arrière, mais la loi ne leur autorise pas à ce retour en arrière. Nous, on a toujours voulu maintenir un service de proximité. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, et que finalement, je crois que les usagers, si on leur explique, sont en mesure de bien comprendre ça. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours la possibilité encore de travailler, de réduire ces volumes de déchets, chacun à notre niveau, ne serait-ce qu'en privilégiant le circuit court. C'est un des exemples assez faciles pour réduire son volume de déchets. Mais je le disais, hein, c'est grâce à cet investissement important vers l'unité de valorisation énergétique dont Hubert a parlé tout à l'heure, qu'on va pouvoir réussir à diminuer dans les années qui viennent le taux de tonnes, mais honnêtement, c'est pas non plus à l'agglo de payer l'ensemble des charges liées à ces déchets. C'est bien les usagers qui produisent ces déchets, et je vous le disais tout à l'heure, on ne fait aucun excédent dessus, ou à minima pour faire des nouveaux investissements, et il faut prendre en compte cette juste réalité. Très bien, merci Claude. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Et bien, écoutez, donc je vous propose donc de mettre au vote le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2025 à 9,96%. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Alors, Françoise Toby, Jacques et Michel Kellard. C'est donc adopté à la majorité. Le point numéro 8, modification APCP. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 9, octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, il s'agit de fonds de concours général 2025 d'attribuer à Basse-sur-Mer pour la rénovation énergétique du groupe scolaire. Donc il y aura donc le déport des élus de Basse-sur-Mer à ce vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre?
c'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 11, fonds de concours général 2025, attribution à la ville du Pouliguen pour l'aménagement de la rue du Croisic. Donc, déport de vote des élus du Pouliguen. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 12, fonds de concours général 2025, attribution à la ville de La Turballe pour l'aménagement de la rue Colbert. Donc, déport de vote des élus turbalais. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 13, fonds de concours général 2025, attribution à la ville de Mesquer pour l'aménagement des rues de Kerdanbec et de Lozepienne. Donc, déport de vote des élus de Mesquer. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 14, fonds de concours général 2025, donc attribution à Périac-sur-Mer pour la réhabilitation du groupe scolaire des Cap-Orniers. Donc, déport de vote des élus de Périac-sur-Mer. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 15 va nous être présenté par Nicolas Rivalan. Donc, il s'agit du vote pour la création d'une école de formation interne. Nicolas. Merci. Oui, donc ce soir, je vais demander de décider, de valider cette création de l'école de formation interne à l'échelle de l'AGLO et de ses communes membres. Et école de formation qui a été nommée AGLO Academy. Donc, elle a pour objectif de répondre plus largement aux différents besoins de formation des agents. Ça s'affiche d'ailleurs devant les agents du territoire. Donc, ça, c'est une école donc interne à l'AGLO qui viendra en complément des organismes connus comme le CNFPT et puis voire d'autres organismes privés pour répondre à des formations particulières qui ne sont pas forcément dispensées par ces organismes de formation qui font des formations qui sont assez généralistes. Donc c'est de pouvoir adapter l'offre de formation aux réalités de la collectivité, la personnalisation des formations, flexibilité, meilleur suivi des compétences. Donc chaque collectivité adhérente participe au dispositif selon ses possibilités, fourniture de formateurs, de locaux et éventuellement logistique. Elle a aussi donc c'est peu courant en France en fait. Il y a très peu d'agglos à avoir ce genre de dispositif, d'école là. Ça permettra aussi d'uniformiser donc je l'ai peut-être déjà dit, non, les pratiques et améliorer le service rendu aux usagers. Faire des économies aussi en faisant appel à nos talents internes, donc aux agents qui travaillent dans la collectivité, plutôt qu'à des prestataires externes. Offrir un panel de formation adapté répondant aux besoins, donc ça je l'ai dit. Donc en besoin, c'est assez vaste, donc là c'est la mise en place. Donc aujourd'hui on a quelques formations qui vont démarrer en cours de l'année, en urbanisme par exemple, sur la commande publique qui est très demandée par les communes, l'environnement, mais ça peut être aussi, j'ai appris quelque chose tout à l'heure, des espaces verts, sur les pratiques par exemple, l'art pierre. Donc moi, j'ai appris ça tout à l'heure, c'est le sculptage des végétaux. Donc non, c'est pas l'élevage des taupes. Bon, voilà, c'est des formations qu'on trouve dans aucun catalogue. Donc en fait, c'est l'expérience de certains agents qui se mettra, qui profitera à d'autres agents. Et c'est aussi favoriser donc les échanges de bonnes pratiques. Donc ces formateurs internes donc sont recrutés parmi des agents volontaires, je précise bien, ils sont volontaires, et donc des collectivités, que ce soit Cap Atlantique, l'AGLO ou les communes, quel que soit d'ailleurs leur statut, leur grade et leur poste en fait. Donc ça peut être un agent de catégorie C qui peut être formateur sur un domaine particulier. Et donc
ces formateurs bénéficieront effectivement d'une formation particulière et seront indemnisés par leur collectivité employeuse. Et le nombre de jours de formation par formateur est limité à 6 jours par an, pour pas non plus démunir les collectivités de leur argent. Parce que voilà, c'est un peu ce que je pouvais vous dire sur cette création d'écoles de formation. Je ne connais pas le nombre en France, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup de collectivités à mettre ça en place. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, merci. Nicolas, on va vous présenter une vidéo là, juste dans quelques instants, mais un chiffre peut-être à vous donner parce qu'il est important. L'ensemble des collectivités de notre territoire, c'est-à-dire l'agglo et les 15 communes, c'est 1800 agents. Donc retenez bien quand même ce chiffre et que la formation aussi a pour vocation dans cette académie qui est novatrice et créatrice qu'on trouve plutôt dans les grosses métropoles urbaines, permet d'une part davantage de souplesse parce qu'elle permet de correspondre aux besoins réels du territoire, valorise aussi dans le cadre de leur carrière professionnelle les agents qui auront une appétence ou qui sont dans une démarche de formation et de pédagogie. Et puis, ça a aussi un impact intéressant, et là je vais dire sur notre empreinte carbone, puisqu'aujourd'hui la plupart des formations se déroulent sur Nantes ou Angers, et ça a un coût, c'est une organisation que nous n'aurons pas à subir au niveau des collectivités, et surtout c'est que nous serons complémentaires de ce que propose le CNFPT. Et je rappelle, mais ça c'est l'obligation aussi de toutes les collectivités, qu'à l'entretien annuel de chacun des agents de nos communes et de l'agglo, il est fait part ou il est identifié un besoin en formation. Alors parfois les formations existent auprès du CNFPT, mais sont à un horizon beaucoup plus loin en termes de calendrier, et il y a peut-être cette souplesse-là qu'on aura au niveau du territoire à les organiser nous-mêmes. Oui, Pascal Puiset. Ouais, juste une question, Nicolas. Donc moi, je vais envoyer un agent en formation qui va être faite par un agent de Guérande, par exemple. Est-ce que là, c'est un coût pour ma collectivité? Non, ça pas si le formateur n'est pas de la commune de Bénétin, effectivement, ça n'a aucun coût. C'est gratuit, ça. C'est à préciser quand même. C'est la commune qui est employeuse du formateur qui prend en charge en fait les frais d'indemnisation. Alors, je propose la vidéo, et puis si vous avez des questions, des observations, bien, on les prendra juste après la diffusion, si vous voulez bien, Nicolas.
Très bien, merci au service pour cette excellente vidéo qui, elle seule, traduit la délibération, voilà le texte. Est-ce que vous avez des questions, observations sur cette délibération, sur la création de l'école de formation interne? Alors logiquement, je ne sais pas où mettre, parce que toutes les communes doivent délibérer sur la création de cette formation. Alors c'est pour ça que là j'ai vu elle ouvre ses portes en janvier, mais bon voilà, on attend aussi au fur et à mesure des délibérations prises dans les conseils municipaux. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, observations, si j'ai Norbert Samama. Norbert. Oui, juste une explication. Nous allons nous abstenir à ce stade, même si nous ne sommes absolument pas défavorables au principe. Mais tout simplement, c'est que nous avions plutôt un panel de formateurs plutôt que de demandeurs. Et à ce stade, nous, étant donné que nous sommes quand même à flux tendu en ce moment dans notre collectivité, nous allons patienter avant d'intégrer l'école. Voilà. Alors, je te précise juste, Norbert, c'est juste de valider la création de l'école. On n'en est pas à la validation et à la gestion de priorité de la collectivité, puisqu'on a bien indiqué que le formateur doit avoir une validation de ses hiérarchies, et donc une validation aussi de son élu, puisque une chose doit primer, c'est le service à la population et qu'il peut y avoir. Donc là, c'est le dispositif de création de l'école qu'on doit voter, Norbert. Voilà, je précise juste. Non, j'entends bien, mais justement en ce moment, c'est pour faire passer aussi un message en interne chez nous pour dire, pour l'instant, on s'est positionné dans ce sens-là et on y adhérera par la suite volontiers. Mais ça me permet, Norbert, de bien traduire que tu n'es pas contre l'école de formation interne, c'est par rapport à une gestion interne. C'est bien compris. Donc, oui. Joseph David. La vidéo qui vient de nous être présentée, est-ce qu'on pourrait la recevoir à la commune? Mais bien sûr, et nous allons l'envoyer gratuitement, Joseph. C'est sympa. C'est très gentil. Si cela te convient. Non, parce qu'elle m'aurait été bien utile hier soir. Ouais, ben on va l'envoyer. Okay, non, pas de souci. Donc, eh bien, écoutez, je propose de soumettre au vote. Donc, 2 abstentions. C'est bien ça, Norbert? Voilà. Y a-t-il d'autres abstentions? Y a-t-il des votes contre? C'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Le point numéro 16, donc il s'agit du statut des formateurs internes occasionnels. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 17, il s'agit de la convention de compensation, donc délégation de transport public routier de voyageurs entre la région Pays de la Loire et Cap-Atlantique, La Baule-Guérande, Aglo. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 18, convention de transfert, délégation de transport public routier de voyageurs entre la région Bretagne et Cap-Atlantique, La Baule-Guérande, Aglo. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point 19, convention relative à la tarification intégrée Aléop et Cap-Atlantique, La Baule-Guérande, Aglo en TER. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et je vois Pascal Puiset qui agite son bras. Non, je voulais juste sur la délibération, on a bien le montant qui est affecté par la région Pays de Loire d'1 million d'euros et le montant n'est pas mis pour la délibération il est sur la convention, c'est juste rappeler que c'était 187 000 euros à l'année. Très bien, donc ça me permet de voir ceux qui ont lu la convention. Oui, c'est bien de le préciser, Pascal. Merci. Le point numéro 20, donc là, il s'agit de construction donc, du centre aquatique d'Herbignac. Il s'agit de l'avenant numéro 5 au marché de maîtrise d'œuvre. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 21, il s'agit des travaux de construction du conservatoire intercommunal, autorisation de signature d'un marché de travaux. Et là, j'aurai le déport de vote de Sophie Massard. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté avec le déport de voix de Sophie Massard. Le point
point numéro 22, donc il s'agit de tri et conditionnement des emballages ménagers et des papiers. C'est l'autorisation donc de signer le marché. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour de notre conseil communautaire. Vous avez aussi, à titre d'information, l'ensemble des décisions qui ont été prises sous délégation et bon de commande. Donc vous avez le tableau récapitulatif. Vous indiquez aussi, vous avez dû avoir les affiches, c'est que notre conseil de développement organise une réunion publique qui se tiendra chez notre collègue Jean-Pierre Bernard à la salle Artimès le 27 mars 2025 à 18h. Le thème de cette conférence sera « L'intelligence artificielle, c'est demain dans mon quotidien ». Voilà mes chers, le prochain conseil communautaire se tiendra en avril. Donc il tiendra ses promesses puisque nous délibérons sur l'arrêté de la révision du SCOT. Donc il se tiendra le 24 avril. Merci à toutes et tous et puis on se retrouve dans quelques instants pour partager un moment convivial. Merci à chacune et chacun. Bonne soirée.